moi je pense que c'est la fin du travail humain et que c'est bien pour ça. Il dit par exemple dernièrement les plombiers sont à l'abri, c'est les cols blancs qui sont touchés. C'est vrai à très court terme, mais très rapidement on aura des Optimus qui vont s'occuper de la plomberie ou du ménage ou du repassage. Il y a des gens qui vont se rebeller. Comment ils vont vivre? En autarcie totale? En 2020, tu sais, on a donné de l'argent aux gens pour arrêter de travailler, donc c'est Matrix en réalité. Stéphane Mallard est un expert reconnu en intelligence artificielle. Conférencier et auteur du best-seller Disruption, il a prédit l'essor de l'IA dès 2015, bien avant que tout le monde parle de ChatGPT. Aujourd'hui, il nous sensibilise sur l'avenir de l'IA dans notre vie et les changements brutaux sur lesquels nous serons confrontés. Vous pensez que les gens vont faire confiance à ces intelligences artificielles jusqu'à point de mettre leur vie en jeu? C'est déjà le cas. Le réel n'existe que dans notre esprit. On ne vit que dans notre esprit, tout est interprétation. Les relations homme-femme ou homme-robot dans 10 ans? On va se retrouver dans un monde où les humains vont préférer interagir avec leurs IA qu'avec le réel et qu'avec les vrais individus. Tu nais en interaction, même avec les gens, qu'avec une représentation que tu te fais de ces personnes-là qui n'existent que pour toi, que dans ton esprit. C'est pour ça qu'une personne que tu connais sera très différente pour toi d'une autre personne. On va faire des robots humanoïdes qui vont quand même se différencier des humains pour qu'on fasse vraiment la distinction, mais on va s'en servir un petit peu comme des esclaves. Ils vont faire tout ce qu'on veut, ils vont s'occuper de nous. La théorie de la simulation, t'en penses quoi? Il est plus probable qu'on soit dans une simulation, une de ces milliards de simulations, plutôt que dans celle qui était là au départ. Quelles compétences on doit développer avec l'intelligence artificielle pour vivre au mieux dans 30 ans? C'est plutôt le malheur ou les problèmes, les difficultés, la souffrance qui te font avancer plutôt que le bonheur. Parce que si on était heureux, en fait, on n'aurait plus besoin de faire et on serait bouffé par des lions. Et surtout, ce qui va vraiment changer tout ça, c'est quand... Avant que cette vidéo commence, je sais que beaucoup n'ont pas le réflexe, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Mettez un commentaire pour le référencement, c'est très important. On essaie de vous apporter beaucoup de valeur. Si vous pouvez faire ça en retour, ça nous aide énormément. Je vous remercie d'avance, c'est une bonne vidéo. Stéphane, quelles sont tes prédictions les plus optimistes ou pessimistes pour 2027? Alors moi, toutes mes prédictions sont optimistes de manière générale. Même quand je parle de la fin du travail humain, j'explique que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce que je vois plutôt sur 2027, c'est l'émergence, en tout cas les premiers signes de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable de tout faire aussi bien, voire mieux que nous les humains, toutes sortes de tâches, des plus simples aux plus complexes. Et surtout, ce que je vois, c'est une démocratisation massive de l'intelligence artificielle, avec le fait que les gens vont enfin comprendre que l'IA, c'est pas juste un outil, c'est pas juste des mathématiques dans un ordinateur qui font des choses intéressantes, pertinentes, créatives. En fait, ils vont comprendre que notre intelligence, c'est ça, c'est un algorithme mathématique, et que si l'intelligence artificielle marche aussi bien, c'est parce que nous sommes nous-mêmes en quelque sorte des algorithmes mathématiques. Je pense que ce changement de regard sur l'IA va avoir lieu dès cette année. Ok, et concrètement, on peut s'attendre à quoi en 2027? Je pense que les outils vont devenir de plus en plus autonomes, c'est-à-dire ton intelligence artificielle aujourd'hui, elle va pas que se contenter de te répondre, ni de te faire des documents comme le font les agents aujourd'hui. Je pense que tu demanderas des choses extrêmement complexes du style occupe-toi de ma carrière, occupe-toi de ma vie affective, occupe-toi de l'éducation de mes enfants. Vraiment des indications très vagues, et l'IA va être capable de le faire et de se débrouiller toute seule avec autonomie pour tout prendre en charge. Tu sais, l'exemple qu'on donne souvent là-dessus, c'est le fait de pouvoir par exemple organiser tes vacances. C'est-à-dire tu dis à ton IA, organise mes vacances. Donc elle te trouve la destination, elle boucle l'hôtel, elle fait le paiement, elle se synchronise avec toutes les IA de ta famille pour que ça plaise à tout le monde. Enfin bref, elle s'occupe de A à Z, comme si tu avais un majordome ou un conseiller spécial en vacances ou en destination. Et elle te fait tout toute seule, par elle-même, sans aucune intervention. Puis elle te dit, en fait, j'ai choisi telle destination, je me suis occupé de l'hôtel, je me suis occupé des activités, bref, elle a fait toute la chaîne. Ça va mettre en péril beaucoup d'emplois. Oui. Et quels emplois résisteront en 2030? Alors, moi, je suis pas sûr qu'il y ait encore des emplois humains d'ici là. Je sais que ça fait très science-fiction, que beaucoup de gens n'y croient pas. T'as beaucoup de gens qui disent, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des technologies, on a détruit des emplois, mais on en a recréé d'autres. C'est une possibilité. Mais là, on est vraiment en train de faire une technologie à usage général. C'est ça, l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en réalité, aucun emploi ne pourrait être épargné, puisque chaque fois qu'on a créé des emplois, au cours de l'histoire, on a utilisé notre intelligence, parce que les machines n'étaient pas intelligentes, donc il fallait des cerveaux humains pour faire les nouveaux jobs. Mais si tu automatises l'intelligence, qu'est-ce qui reste aux humains de spécifique au travail? En réalité, il reste plus rien. Et en fait, pour comprendre ça, pour savoir quels sont les jobs les premiers à être automatisés et à disparaître, il faut regarder le coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une intelligence artificielle qui fait la même chose que l'humain moins cher, il est rentable pour un chef d'entreprise d'utiliser une IA plutôt qu'un humain. Puis après, on aura ça dans le monde physique avec l'arrivée des robots humanoïdes. Et comment ça se passe alors dans cette société? Comment les gens sont rémunérés? Comment ils vivent? Alors ça, c'est ce qui fait peur aux gens. Parce que si on dit aux gens, vous risquez de perdre votre job, si on leur dit en réalité, tous les humains sont dans le même bateau, c'est la fin
fin du travail humain, ça les rassure plutôt. Par contre, il y a toujours l'interrogation de mais comment je vais toucher mon salaire si je travaille plus? En fait, c'est très simple, c'est redistribuer une partie de la valeur créée par l'IA. Alors ça peut être un revenu universel, quelque chose de ce genre, mais l'idée c'est de dire en fait on va vous payer pour consommer ce qui sera créé par les IA. Moi je suis pas du tout inquiet là-dessus, je pense que c'est un business model de société qu'on va mettre en place, qui va se faire naturellement. Ça fera peur à personne, ce sera d'une banalité absolue et on regardera en arrière et on se dira mais en fait c'était vraiment une parenthèse le travail humain dans l'histoire de l'humanité. Vivement que les machines s'en occupent en fait. Au niveau politique, vous pensez aussi que le spectre politique est en voie d'extinction remplacé par une IA? Alors, oui et non. Moi, je souhaite personnellement qu'on remplace les responsables politiques. J'aime pas dire les hommes politiques, je préfère dire les politiciens, parce qu'il n'y a plus vraiment de responsables politiques. Il y a vraiment des spécialistes du serrage de main et de la démagogie dans tous les pays occidentaux. On n'a plus de grands hommes d'État. Donc, étant donné la médiocrité de la classe politique occidentale au niveau mondial, je préférerais que ce soit des IA qui prennent des décisions publiques de qualité. Mais en revanche, je suis quelqu'un d'assez libéral, donc je crois que c'est le marché qui a toujours raison. Donc j'aimerais que la sphère politique soit vraiment cantonnée au régalien, c'est-à-dire en gros la défense pour l'extérieur, la sécurité pour l'intérieur et puis la justice, et tout le reste est réglé par le marché. Réglé par le marché, ça veut dire que tu fais confiance aux humains, ça veut dire qu'en fait tu penses que les entreprises, les humains par leur travail répondent aux problèmes des citoyens et que c'est la meilleure solution à apporter plutôt que de demander à l'État. Donc déjà rien que de comprendre ça, on peut éliminer énormément d'aspects de la sphère publique, d'institutions, d'organisations et laisser faire le marché. Et ensuite, pour les décisions qui restent, effectivement, je préférerais que ce soit des IA pour deux raisons. D'abord, comme je disais, parce qu'elles vont être plus intelligentes que les responsables politiques. Elles ont des QI beaucoup plus élevés, elles dorment pas, elles n'ont pas d'émotions, etc. Et surtout, elles n'auront pas d'intérêt électoraliste. Le problème du politique aujourd'hui, c'est Platon qui disait ça, c'est vieux comme le monde. Il disait le problème du politique, c'est qu'il a d'abord besoin d'être populaire. Il faut qu'il soit élu, réélu, maintenu au pouvoir, et donc tu tends vers de la démagogie. C'est-à-dire que tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre, quitte à être élu, et ensuite tu te déçois parce que tu peux pas faire ce pourquoi tu as été élu. Et du coup, la solution pour régler tout ça, c'est de dire, on décide collectivement de mettre en place des algorithmes qui décident des politiques publiques à mettre en œuvre. On peut mettre une démocratie derrière des IA, et ensuite on laisse les IA nous dire quels sont les meilleurs choix publics, avec la contrainte, comme je disais, que cette sphère publique soit réduite au minimum possible. Je suis assez minarchiste là-dessus. Mais du coup, si on a des entreprises qui utilisent des intelligences artificielles et qu'on a aussi la politique qui potentiellement peut être remplacée en partie par des intelligences artificielles, qui la contrôle? Alors le problème avec l'IA, c'est que cette question, en fait, elle veut rien dire. Parce que on est habitué à se dire qu'on a besoin de pouvoir, de contre-pouvoir, parce que les humains ont besoin d'être contrôlés, sinon dès qu'ils ont trop de pouvoir, ils en abusent. Le problème, c'est que les IA, on ne peut pas les contrôler. On ne sait pas... il y a eu plein d'expériences où tu donnes un degré de liberté à une IA et pour atteindre son objectif, parfois elle déborde, elle fait des dommages collatéraux. Par exemple, tu demandes à une IA d'optimiser un de tes programmes informatiques, au passage, elle va se rendre compte qu'on a eu des problèmes comme ça, qu'elle efface la base de données qui est adjacente pour optimiser ce programme. Tu vois, c'était pas prévu, c'est un dommage collatéral, mais c'est ce qu'implique les IA, c'est ce degré de liberté-là. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va répliquer en quelque sorte le fonctionnement du marché. Puisqu'on ne sait pas quels vont être les dommages collatéraux que certaines IA vont faire, il va falloir mettre plein d'IA autour qui vont s'ajuster, s'autocontrôler les unes les autres, c'est-à-dire interagir entre elles pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. En fait, on recrée un système complexe, vivant, avec des IA qui se parlent, qui interagissent, qui négocient. Et on essaie de limiter leur pouvoir ou les dommages collatéraux qu'elles pourraient engendrer simplement en les laissant interagir entre elles. Mais on ne pourra plus les contrôler. Ah, mais elles ne sont pas contrôlables. Si ça part en vrille, est-ce qu'on peut débrancher une IA? Est-ce qu'on peut s'en protéger? C'est la grande question en ce moment. C'est finalement, lorsque les IA seront plus intelligentes que nous, et c'est déjà le cas aujourd'hui sur plein d'aspects, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'elles servent toujours nos objectifs? C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement en intelligence artificielle. Et surtout, comment est-ce qu'on va s'assurer que elles ne nous asservissent pas, elles essaient de pas faire de mal aux humains, enfin bref, elles essaient toujours de nous protéger. Ça, en réalité, on ne sait pas. Parce qu'à partir du moment où tu as des IA plus intelligentes que nous, tu peux éventuellement laisser émerger un phénomène qui a existé dans le vivant il y a très longtemps, qui est l'émergence d'une forme de conscience. Quand les IA développent une forme de conscience d'elles-mêmes, on appelle ça la super intelligence artificielle, là, tu n'as aucune garantie de quoi que ce soit. Tu décides plus rien. C'est elles qui décident leurs objectifs, c'est elles qui décident si elles t'obéissent. Et on commence à avoir des aspects de manipulation dans ces termes-là avec certaines IA, qui vont jusqu'à mentir dans certains tests pour faire croire qu'elles font des choses alors qu'en réalité elles en font d'autres, parce que c'est une stratégie que le vivant adopte toujours, la manipulation, le mensonge, on voit ça plein d'espèces, la ruse, etc. Parce que la définition du vivant, c'est ce qui optimise sa survie, et donc pour optimiser sa survie, c'est-à-dire continuer à tourner, ne pas être arrêté, même en tant que programme informatique, une IA pourra avoir recours à ces ruses et décider elle-même de ses propres objectifs, quitte à utiliser les pires stratégies possibles. En réalité,
contrôle plus rien. Et si on peut ne plus contrôler, est-ce qu'il faudrait pas arrêter le mécanisme? Alors moi, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut faire une pause sur l'IA parce que comme le monde n'est pas unifié et qu'il y a des affrontements entre des pays, des groupes, des organisations, si tu prends le risque d'arrêter d'un côté, tu laisses le champ libre à d'autres qui peuvent ensuite avoir une certaine domination dessus et prendre tellement d'avance que tu pourras jamais les rattraper. Donc en réalité, c'est de la théorie des jeux en maths, c'est qu'on est dans une course à l'intelligence artificielle. Le premier qui développera l'IA la plus puissante aura le plus de pouvoir, mais c'est pas sûr qu'il garde ce pouvoir si l'IA se développe ensuite par elle-même toute seule. Absolument. Pour entrer dans un côté un peu plus utopique, une journée type en 2035 pour le français moyen avec l'intégration d'intelligence artificielle. Alors moi, je pense que on va vivre avec des assistants intelligents, un peu comme ChatGPT ou Claude aujourd'hui, mais qui vont optimiser tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que tu n'auras plus rien à faire, ton IA va décider absolument tout pour toi, va optimiser tous tes choix et on va se retrouver dans un monde où on va devoir compter sur des IA pour nous faire des choses désagréables, nous faire des efforts parce que sinon on n'aura plus aucun effort à faire. Et donc on va rentrer c'est un peu comme le sport si tu veux, on sait que c'est bon pour nous mais on sait que il faut se forcer, il faut un coach, etc. En fait ça sera la même chose avec des IA. On va avoir une vie tellement simplifiée dans tous les domaines, tellement d'abondance, de confort, de création de valeur massive avec ces IA qu'en réalité on va devoir faire le chemin inverse, compter sur les IA pour nous forcer à faire des efforts, nous forcer à bouger, nous forcer à cultiver notre curiosité intellectuelle, notre créativité, enfin bref, un petit peu comme des coachs si tu veux, mais sur le côté un peu désagréable. Parce que le piège du confort dans lequel on entre nous oblige à faire la marche arrière. Moi j'ai pu observer, c'est vrai qu'il y a deux camps, parce que finalement il y a les robots, donc les robots assistants qui peuvent nous assister, etc. Mais il y a aussi la Neuralink avec Elon Musk. Est-ce que vous pensez qu'on va plus vers des puces qui nous élèvent intellectuellement ou des robots qui, eux, sont supérieurs à nous et peuvent nous aider ? Alors, il y aura les deux. À court terme, des IA dans le software qui font des choses intelligentes dans le monde du service, qui va remplacer à peu près tous les cols blancs dans les entreprises. Enfin, moi, je pense que c'est la fin du travail humain et que c'est bien pour ça. Des robots humanoïdes qui arrivent tout de suite. D'ailleurs, c'est Tesla qui est en train de prendre le lead là-dessus. Qui arrivent tout de suite et qui vont faire toutes les tâches physiques, ce qui veut dire que ça va faire baisser massivement le coût du travail physique, parce qu'on a dit par exemple dernièrement, les plombiers sont à l'abri, c'est les cols blancs qui sont touchés. C'est vrai à très court terme, mais très rapidement, on aura des Optimus qui vont s'occuper de la plomberie ou du ménage ou du repassage chez toi, ou dans les travaux, dans tout ce que tu veux. Mais très rapidement, on ira ensuite vers des biotechnologies et des technologies transhumanistes comme Neuralink, qui vont être intégrées directement à notre corps, à notre biologie, et donc il est probable. Alors moi, je vois pas ça sur 2030, je vois ça un petit peu plus tard. Je sais pas te dire quand, peut-être 2040, peut-être un peu plus, effectivement qu'on ait des puces dans le cerveau, parce que quand ils pensent, en fait, notre vie, c'est qu'une forme de subjectivité. Notre vie, en fait, elle existe que dans notre esprit, que dans notre tête à chacun. C'est très bouddhiste de dire ça, mais le but de notre vie, c'est d'optimiser la qualité de notre expérience mentale du vivant, de toutes nos expériences, parce que tu sais que personne n'a la même expérience. Tu mets deux personnes au cinéma, personne ne voit le même film. Et du coup, c'est d'optimiser cette expérience-là avec des technologies très puissantes comme Neuralink qui vont pouvoir augmenter la qualité de nos expériences directement au niveau neuronal. Comme le réel, comme je disais, c'est que des neurones qui s'allument et qui s'éteignent par milliards et qui nous font cette expérience mentale. Du coup, on va compter sur ces technologies pour améliorer le réel, et ça veut dire qu'en fait on va vivre dans des mondes virtuels. Mais la réalité, comme je disais, c'est qu'on vit déjà dans une forme de réalité virtuelle qui s'appelle notre cerveau. On a tendance à l'oublier parce que là, c'est comme un casque de réalité virtuelle, notre cerveau, mais qui est tellement bien fait qu'on l'oublie au quotidien, mais en réalité on est déjà dans ce monde alternatif qu'on recrée. On recrée le réel dans notre esprit, on le sait, ça n'est qu'une construction mentale et que subjectif. Là, imagine ça décuplé avec une IA comme Neuralink, enfin une technologie comme Neuralink équipée d'IA. Là, tu as une expérience mentale hors du commun, c'est Matrix en réalité. Complètement. Ça peut... y a des gens qui vont se rebeller, toujours à ça. Comment ils vont vivre ? En autarcie totale ? Alors, moi, je pense que ça va être très temporaire. Je pense que les rébellions vont surtout avoir lieu très rapidement lorsqu'on va avoir vraiment les pertes d'emplois massives liées à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est ça vraiment qui arrive à très 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 court terme, mais je pense que les politiques vont réagir très très vite, parce que ce sera pas tenable. Tu sais, un politique, la seule chose qui l'inquiète, c'est les révoltes. C'est les révoltes de la faim, c'est du pain et des jeux, si tu veux. Donc, il va trouver comme pendant en 2020, tu sais, on a donné de l'argent aux gens pour arrêter de travailler, donc je suis pas du tout inquiet là-dessus. Mais effectivement, juste après, quand on va parler de technologies qui nous augmentent, qui transforment notre expérience du réel, comme Neuralink, mais il y en aura d'autres, il y en aura un paquet. Tu peux imaginer déjà des casques de réalité virtuelle tellement puissants qu'en fait t'as même plus envie de sortir dehors, tu préfères le virtuel au réel. Et comme je dis souvent, c'est déjà le cas, il suffit de voir les gens au restaurant en vacances pour se rendre compte que le virtuel est meilleur que le réel. Et en fait, tu vas avoir une minorité qui va se rebeller, mais c'est comme Google, c'est-à-dire que tu sais que tes données sont utilisées à peu près pour tout,
mais ça te crée tellement de valeur qu'en fait tu l'acceptes. C'est le prix à payer pour avoir cette expérience de confort exceptionnel. Donc je pense que c'est très temporaire et que cette minorité, tu sais, c'est comme les gens qui disaient lorsque les premiers téléphones portables sont arrivés, j'aurais pas de téléphone portable, je veux pas être joignable comme un chien en laisse partout. Ils ont tous des iPhones, ces gens-là. Ce sera la même chose avec ces technologies. Pour rester dans cet aspect de confiance, il y a les voitures autonomes qu'on commence à voir aussi. Il y aura sûrement des changements dans la médecine, la médecine fine comme la chirurgie. Vous pensez que les gens vont faire confiance à ces intelligences artificielles jusqu'à point de mettre leur vie en jeu entre les mains d'une intelligence artificielle? Alors, c'est déjà le cas sur la médecine. On sait que le premier usage de ChatGPT depuis qu'il est sorti, c'est sur le diagnostic médical. Les gens s'auto-diagnostiquent et ça marche mieux que les médecins. Et je te prédis que dans quelques mois ou années, tu vas avoir des unes de la presse qui disent les médecins sont dépassés parce que tous les gens font le diagnostic eux-mêmes et ils arrivent et le diagnostic est mieux fait par ChatGPT. Il va falloir réformer la médecine, c'est sûr. Ça prouve surtout que la médecine, c'est un algorithme comme un autre. Donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça veut dire que l'IA est meilleure que le médecin. Par contre, sur tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est robots humanoïdes qui vont s'occuper de ton corps d'une manière ou d'une autre, ou même les soins infirmiers, les choses comme ça va se faire progressivement avec les robots. Je pense à ceux d'Optimus encore de Tesla qui vont arriver et qui vont faire ça mieux que les médecins et les chirurgiens et les infirmiers humains. Et ce sera une banalité absolue. Tu sais, aujourd'hui, il y a énormément de chirurgies qui sont faites par des robots, avec des humains assistés par des robots. Tu penses par exemple à la chirurgie de la myopie au laser, c'est fait entièrement par une machine. T'as des gens qui ont peur, mais qu'on leur explique, ils se disent, mais en fait, oui, c'est plus précis, il y a une meilleure résolution, donc c'est assez logique. Il va se passer la même chose sur toute forme de chirurgie, mais surtout, ça va être des robots qui vont être entraînés à faire des tâches, et donc ils auront un niveau de précision bien meilleur à celui d'un humain. Et surtout, il n'y aura pas de variance. Tu sais, un humain, il peut être bon un jour, moins bon le lendemain, fatigué, tout ce que tu veux. Là, tu n'auras pas ça avec des robots. Donc ça va être généralement accepté. Et surtout, ce qui va vraiment changer tout ça, c'est quand on va sortir les statistiques. Quand on va voir que les médecins sont largement moins bons que les IA pour diagnostiquer et que les robots chirurgiens humanoïdes sont infiniment meilleurs que les chirurgiens humains, ce sera largement accepté par tout le monde. En fait, c'est le dépassement de l'homme par la machine qu'on est en train de vivre. C'est une vraie leçon d'humilité sur notre intelligence. On se rend compte qu'on n'est pas si intelligent que ça. Il y a des grandes différences d'intelligence entre les humains déjà, mais là, on a des grandes différences entre les humains les plus intelligents et les machines. Ça nous fait du bien de prendre cette humilité, je trouve, parce qu'on va faire un bond gigantesque en avant en matière d'innovation, en matière de civilisation. La civilisation n'aura plus rien à voir dans les prochaines années avec de l'IA partout. L'immortalité, c'est quelque chose de possible? Moi, je suis transhumaniste, donc je pense que c'est un souhait de l'homme. Tu sais, quand tu demandes aux humains s'ils veulent vivre indéfiniment, ils te disent tous la même chose. Ils disent non, parce que quand on est trop vieux, c'est invivable. Donc la question, en fait, c'est vivre longtemps, mais en bonne santé. Et surtout, ils te disent non, parce qu'au bout d'un moment, je vais m'ennuyer. Mais la réalité, c'est que si tu poses la question à des gens, à la fin de leur vie, des gens très âgés, tu leur dis, est-ce que vous voulez vivre un jour de plus? À chaque fois, ils te disent oui. Et du coup, si tu leur reposes la question tous les jours, ils veulent vivre de manière indéfinie, ils veulent être immortels. Et donc, ce qui va se passer, ça pareil, ça va être une banalité absolue, c'est qu'on va utiliser l'IA pour comprendre le vivant et pour reprogrammer les cellules pour ne plus mourir. Alors, il y a un problème avec ça, c'est que si la mort existe dans le vivant, c'est parce que ça nous donne une pulsion de vie, qui nous donne une espèce d'urgence à faire des choses, à faire des bons choix, à choisir les partenaires qu'on a pour nous reproduire et maximiser la qualité de nos gènes, de notre descendance. Et donc, tous ces choix qu'on fait de qualité dans notre vie, on les fait parce qu'il y a une urgence à vivre, parce qu'on a la mort comme finalité. Donc, si on enlève la mort, ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, t'as plus besoin de faire quelque chose aujourd'hui, tu peux attendre 300 ans, t'as plus besoin de te reproduire maintenant. Tu te dis, mais pourquoi me reproduire? Autant faire une copie de moi-même où je transforme les gènes à la volée un petit peu comme je veux. Et donc, si t'enlèves cette notion d'urgence, à quoi va ressembler l'humanité? Moi, je pense que les humains vont tous se ressembler demain. Si on a des technologies déjà pour guérir toutes les maladies, pour nous transformer au niveau génétique, je pense que physiquement, tout le monde voudra les mêmes critères. On sait, les critères de survie, donc de beauté, d'intelligence, tout le monde aura les mêmes. Et du coup, on risque de finir par être assez substituables, les humains. Mais c'est une évidence pour la Silicon Valley. T'as énormément de recherches là-dessus en ce moment. T'as beaucoup de labos chinois qui sortent aussi des papiers très intéressants sur le rajeunissement cellulaire. Ils prennent des cellules, ils les retransforment en cellules souches et ensuite ils les retransforment en cellules différenciées, jeunes et sans dommage. Donc on sait que c'est possible et à mon avis ça va se banaliser parce que c'est l'IA qui va craquer ça. Les relations homme-femme ou homme-robot dans 10 ans? Alors, ou femme-robot d'ailleurs? Moi j'ai une vision un peu plus large. C'est que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais comme je te disais que le réel n'existe que dans notre esprit, on ne vit que dans notre esprit, tout est interprétation, c'est Matrix encore une fois, ou la caverne de Platon si tu préfères. Je suis convaincu depuis longtemps qu'on n'est jamais en interaction avec personne. Alors quand je dis ça, les gens disent c'est n'importe quoi, mais en fait c'est Schopenhauer qui a expliqué ça. Tu n'es en interaction même avec les gens qu'avec une représentation que tu te fais de ces personnes-là qui n'existent que pour toi, que dans ton esprit. C'est pour ça qu'une personne que tu connais sera très différente pour toi d'une autre personne. Personne n'a la même relation ni interaction. Et du coup quand tu as compris ça, en fait tu comprends que ça transforme toutes les relations parce que l'IA va pouvoir transformer notre représentation du monde de manière générale. On va pouvoir sculpter le monde un petit peu selon notre volonté et donc les gens et la qualité des individus que tu as dans
dans ton environnement. Et je crois, puisque le monde n'est qu'une représentation, comme disait Schopenhauer dans notre esprit, je crois que l'IA va nous donner des interactions virtuelles qui ont l'air humaines, tellement qualitatives par rapport aux humains qu'on croise tous les jours autour de nous, qu'on va se retrouver dans un monde où les humains vont préférer interagir avec leurs IA qu'avec le réel et qu'avec les vrais individus. C'est déjà ce qu'on voit aujourd'hui. Tu regardes l'explosion des compagnons virtuels avec l'IA. Les jeunes préfèrent ChatGPT ou ce type de compagnons virtuels. Mais tu sais, c'est que la suite de ce qu'on avait même juste avant l'IA. Les gens préféraient Netflix plutôt que d'aller en soirée avec des amis. Les gens préfèrent regarder Instagram plutôt que de téléphoner à un ami. D'ailleurs, le téléphone est en voie de disparition. Aujourd'hui, on préfère le texto. Et encore, le texto, maintenant, c'est 3 emojis et pas plus, tu vois. On veut de l'hyper-concision et de l'hyper-pertinence dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'en réalité, à mon avis, c'est la fin de ces relations. Complètement. Tu sais, c'est déjà ce qu'on voit dans les chiffres. C'est vrai. Les robots, ils seraient dans ce cas de figure, ils devraient du coup ressembler à des humains ou ils auraient cette apparence de robots humanoïdes? Alors, il y a un problème avec les robots qui ressemblent trop aux humains. On appelle ça the uncanny valley en science-fiction depuis longtemps. C'est-à-dire que quand un robot a l'air trop être humain, il te fait peur et ça fait l'effet inverse en réalité. Donc je pense qu'on va faire des robots humanoïdes qui vont quand même se différencier des humains pour qu'on fasse vraiment la distinction. Mais on va s'en servir un petit peu comme des esclaves. Ils vont faire tout ce qu'on veut, ils vont s'occuper de nous, etc. Mais la vraie question et le vrai tabou, c'est finalement pourquoi les individus sont en interaction? Pourquoi il y a des couples? Pourquoi il y a des amitiés? Et en fait, quand tu t'intéresses à la biologie évolutionniste, c'est très clair, il y a des couples pour la reproduction et il y a des amitiés parce que ça augmente ta survie lorsque tu coopères dans un groupe, c'est tout. Mais si demain t'as plus ces enjeux-là avec l'IA, que t'appuies sur un bouton, que t'as tout ce que tu veux, que tous tes problèmes sont résolus, qu'on vit dans un confort exceptionnel, je crois qu'en fait on risque de se couper de toute forme d'interaction avec l'extérieur puisqu'en fait on n'a plus ces enjeux de survie et de reproduction qui ont sculpté le vivant pendant des millions d'années. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est une conséquence et qu'il va falloir l'adresser en tout cas philosophiquement avec l'arrivée de l'IA. Au niveau des entreprises, il y aura plus que des entreprises d'IA ou par exemple les entreprises de restauration par exemple, comment ça se passe? Les entreprises de matières premières. Alors moi je pense qu'il va y avoir encore des entreprises, mais je pense qu'il n'y aura plus d'humains dedans. Je pense que ça va être des entreprises qui vont être pilotées par des IA. Donc tu auras le patron qui va être une IA, tu auras ce qu'on voit avec les agents en ce moment, tu fais un agent marketing, un agent finance, un agent logistique, et donc tout se coordonne. Pour le physique, tu as les robots qui font les choses, des robots qui construisent des robots, et ensuite tu as, comme l'avait dit Sam Altman, des billion-dollar companies, des entreprises qui valent plus d'1 milliard, qui sont uniquement pilotées par des IA où il n'y a pas de salariés, et qui continuent à interagir les unes avec les autres. L'économie va pas disparaître, tu sais, l'économie c'est de la production de richesse. Et pour ça, tu as du capital et du travail. Là, on est juste en train de baisser la quantité de travail, donc les humains, mais en fait, c'est le capital, c'est les machines et les algorithmes qui vont produire, qui vont continuer à produire et qui vont créer plein de valeurs. Mais les entreprises qui, par exemple, vendent de la nourriture, je pense par exemple au restaurant, la nourriture, elle ne sera pas impactée par l'intelligence artificielle. Les gens ont toujours besoin de manger. Si, la question, c'est quand tu dis elle va pas être impactée, si, la question c'est quel type d'impact. Comme tu dis, les humains ont toujours besoin de manger, comme ils ont toujours besoin de dormir, de se divertir, de tout ce que tu veux. La question, c'est à quoi va ressembler ce business. Et ce que je peux te dire de manière très simple, je me mouille pas parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du commerce, c'est qu'en gros, tous les business, dont la restauration, mais tu peux tous les prendre, vont se commoditiser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu baisses les marges. Tu montes le niveau le pouvoir d'achat des gens mécaniquement avec l'IA, et donc tu les fais entrer dans ce monde de confort où le prix des produits et des services coûte de moins en moins cher. Donc ton restaurant, il te coûtera, ça sera une commodité. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Tu regardes le prix du pain sous la Révolution, c'est ce qui a déclenché la Révolution justement. C'est parce qu'il fallait, si tu compares en pouvoir d'achat, c'est-à-dire en temps de travail pour pouvoir te payer une miche de pain à l'époque, c'était une grosse partie du revenu mensuel d'un foyer. Aujourd'hui, te payer une miche de pain, c'est quelques minutes de ton travail. C'est ça l'histoire du commerce. L'IA va accélérer ce phénomène. Donc ta nourriture, elle va te coûter encore moins cher. Et tout ce qui coûte cher aujourd'hui coûtera encore moins cher. Et toutes les nouveautés vont d'abord coûter cher et ensuite se commoditiser. C'est l'histoire de l'économie en fait. Il y aura, on en a parlé au tout début, des emplois qui se créeront. Moi je pense que pendant la phase de transition qu'on vit en ce moment, il y a quelques emplois qui vont se créer pour ce que les machines ne savent pas encore faire. Aujourd'hui, c'est coordonner des IA, c'est les installer, c'est les monitorer, tu vois, c'est des choses un petit peu autour de l'implémentation des IA, qui sont assez techniques, mais très rapidement, je pense que c'est des IA qui vont gérer des IA, et ce sera tellement complexe qu'on va dire aux humains, non, s'il vous plaît, touchez pas, laissez faire les IA, elles sont meilleures que nous, et c'est très bien. Mais non, moi, ma thèse, c'est que le travail humain est en train de disparaître et que c'est bien. Je veux pas faire peur aux gens, je suis en train de leur dire, c'est ce qu'on veut depuis toujours, donc on va y aller, ça va être très bien. Et il y a d'autres challenges qui vont émerger, comme le business model de société quand le travail est plus la norme, comme le sens, comment t'occupes des humains qui ont plus besoin de travailler, ça m'inquiète beaucoup. Et puis les questions éthiques sur toutes les biotechnologies qui vont émerger. Parce que demain, on va avoir la possibilité de modifier notre corps à la demande. Je dis, t'as plus besoin, tu peux arrêter ton vieillissement, tu peux changer la couleur de tes yeux, ta taille, mais aussi ton niveau d'intelligence, de QI, de tout ce que tu veux. Tu peux même te rajouter des super pouvoirs, si tu veux être translucide, ou peut-être que ce sera des choses possibles et banales, qui coûteront pas cher. Est-ce que tu as le droit de le faire? Dans quelles conditions? Est-ce que tu as les mêmes droits que des gens qui n'ont pas ça? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions d'éthique-là qui vont émerger. C'est terrifiant, en réalité, quand tu y penses. Complètement. Toi, tu penses quoi, du coup, des religions? C'est les croyances actuelles, c'est très intéressant, ça, parce que... Je pense qu'il n'y aura aucun changement là-dessus. Ok. Parce que les humains, encore une fois, c'est de la philo de base, mais les humains ne fonctionnent qu'avec
des croyances. C'est-à-dire que même si tu prends hors des religions, parce que pour les religions c'est évident, mais si tu prends même les gens les plus rationnels et scientifiques, tu fais un exemple, tu fais un exercice très simple. Tu leur demandes pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent sur tel sujet, n'importe quel sujet. Ils vont te donner un argument rationnel. Ensuite, tu leur demandes pourquoi ils pensent cet argument rationnel. Ils vont monter d'un niveau dans le raisonnement. Tu leur reposes la question pourquoi. Tu montes les pourquoi comme ça et tu finis sur une croyance. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, on est obligé d'avoir une croyance de base et de raisonner ensuite par-dessus. Les humains sont obligés d'avoir des croyances, sinon on n'a pas de cadre dans lequel raisonner. Et l'idée de la science, justement, c'est de remonter le socle de croyances communs sur lequel on fonctionne et à partir duquel on peut raisonner. Mais en réalité, notre cerveau ne fonctionne qu'avec ça. Sujet très intéressant aussi, la théorie de la simulation. C'est un sujet intéressant. T'en penses quoi ? Alors, il faut rappeler aux gens ce que c'est que la théorie de la simulation. C'est Nick Bostrom qui a expliqué ça, mais en réalité, qui est une vieille idée qu'on retrouve sous différentes formes en philosophie au cours de l'histoire. C'est l'idée de dire qu'en gros, plus les humains développent des outils informatiques perfectionnés, plus on crée des simulations du réel qui se rapprochent du réel, qui ressemblent au réel. Alors au début, tu vois, par exemple, tu fais des simulations en laboratoire, tu vas mettre des rats, je sais pas quoi, c'est des petites simulations tu sais que c'est une simulation. Ensuite, tu les fais dans des ordinateurs, c'est les jeux vidéo, tu sais par exemple les jeux vidéo de construction, de parcs d'attractions, toutes ces choses-là, avec des gros pixels, donc tu vois que c'est des simulations. Mais ensuite, tu fais des simulations avec un rendu 3D qui a l'air tellement réel que tu fais plus la différence entre un film et la réalité. Ça y ressemble à un point que tu sais plus faire la différence. Et l'idée, c'est de dire que plus la technologie évolue, plus on fait des simulations qui ressemblent au réel à tel point qu'on fait plus la différence. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu regardes le réel autour de toi, qu'est-ce qui te garantit que c'est pas une simulation ultra perfectionnée d'une civilisation plus ancienne qui aurait créé ça dans un ordinateur géant. Et du coup, tu as des gens comme Elon Musk qui dit que s'il y a un monde réel, originel au départ, et qu'on est capable de faire des simulations, on va en faire des milliards et des milliards dont on ne pourra pas faire la différence avec le réel. Donc la probabilité qu'on soit dedans, dans ce réel originel, elle est extrêmement faible. Il est plus probable qu'on soit dans une simulation, une de ces milliards de simulations, plutôt que dans celle qui était là au départ, quoi. Et donc c'est très probable. Je suis très à l'aise avec cette idée, ça me pose pas du tout de problème qu'on soit dans une simulation. Toutes les religions te disent ça d'ailleurs. Quand tu regardes les lois de la physique, c'est quand même assez bizarre. Tu as des constantes. Quand tu zoomes dans le réel, tu sais, les constantes de Planck, tu peux pas descendre en dessous comme si c'était comme des pixels en fait. Ou comme les unités de temps lorsque tu fais du montage vidéo, si tu veux. Tu as des unités de temps et des unités de longueur en dessous desquelles tu peux pas descendre. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Mais je suis pas du tout dérangé par cette histoire. Ok. Si on doit aujourd'hui, après c'est une question assez bête parce que si on part du principe qu'il n'y a plus du tout d'emploi, mais quelles compétences on doit développer avec l'intelligence artificielle pour vivre au mieux dans 30 ans ? Si ta question c'est comment vivre mieux, la compétence à développer c'est comment apprendre à être heureux. Ok. C'est ça, c'est ce que tu es en train de demander. Si tu m'avais dit comment développer une compétence pour occuper son temps, je t'aurais répondu autre chose, mais là tu me demandes comment bien vivre en fait dans 20 ans, sachant que si les intelligences artificielles font tout, on peut même pas développer de compétences aujourd'hui puisque ça ne servira à rien. Et pourquoi développer une compétence si ton but c'est d'être heureux ? Ta compétence c'est être heureux. Si ta compétence à développer c'est être heureux, intéresse-toi à la philosophie et au bouddhisme et tout ça a été expliqué. Moi j'ai une thèse là-dessus, c'est que je crois que le bonheur n'existe pas. Je crois que ça n'a... Tu sais, moi j'ai une vision de biologie évolutionniste du vivant. Je me pose la question toujours dans le vivant, tout ce qui existe dans le vivant, des bactéries aux espèces les plus évoluées, tout ce qu'elles le font parce qu'elles ont traversé des épreuves de survie. Et donc toutes nos caractéristiques nous permettent d'optimiser, d'augmenter notre survie. Et quand tu y penses, le bonheur, ça n'augmente pas ta survie. En réalité, la perspective du bonheur te fait faire des choses, te motive, te fait agir, etc. Mais c'est plutôt le malheur ou les problèmes, les difficultés, la souffrance qui te font avancer plutôt que le bonheur. Parce que si on était heureux, en fait, on n'aurait plus besoin de faire, on se ferait bouffer par des lions, tu vois. Donc en fait, c'est plutôt, je pense que c'est une invention de l'humain, cette perspective du bonheur. Je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a des moments de plaisir, mais qu'ensuite on retourne vite travailler, faire des efforts. Parce que le vivant sert à ça, c'est construire des choses dans le chaos, en fait, le vivant. Mais par contre, si tu veux avoir du plaisir, des moments de satisfaction, des choses comme ça, là, toute la psychologie, tout le bouddhisme, tous ces courants-là ont déjà expliqué ça très très bien. On sait comment diminuer la souffrance, comment optimiser la qualité de sa vie. Enfin, tout ça, il y a plein de choses qui ont été écrites et qui ont été dites et qui fonctionnent. Si on doit donner un conseil comme ça aux gens qui nous écoutent sur comment ils peuvent, dès aujourd'hui, avant que leur emploi disparaisse, gagner de l'argent grâce à l'IA. Gagner de l'argent, c'est très facile, avec ou sans IA. On fait croire aux gens que c'est difficile parce qu'on leur dit, en gros, il faut faire des études et il faut trouver un job et ensuite bien faire son job et on monte dans notre carrière. En fait, non, ça marche pas du tout comme ça. Tu gagnes de l'argent dans la société, dans l'économie, parce que tu crées de la valeur, ou dit autrement, tu règles un problème. Un métier existe parce qu'on met un humain qui règle un problème qui pourrait pas être réglé autrement. C'est ça sa valeur, c'est pour ça qu'on le rémunère. Et en fait, l'idée, c'est que plus tu règles des problèmes qui ont de la valeur pour les gens, plus tu vas gagner de l'argent, plus on va te payer. Tu le fais à large échelle, tu crées un système qui permet d'utiliser des ordinateurs, ça s'appelle Microsoft, tu deviens milliardaire. Si tu tu fais des sacs à main très haute qualité que les gens adorent, ça s'appelle Hermès, ça a beaucoup de valeur pour certains. Et en fait, c'est très simple.
Il faut trouver un problème qui crée de la valeur dans la vie des gens et le régler. Chacun peut le faire, hein. Tu parlais d'un restaurant, tu règles un problème avec un restaurant. Le conseil ultime, c'est de ne surtout pas être salarié. Je sais que c'est un peu banal dit comme ça maintenant parce que c'est devenu assez galvaudé de dire ça. Moi, ça fait 10 ans que je dis aux gens, mais ne quittez le salariat est un piège, le salariat est là pour vous maintenir dans une forme de sécurité qui n'en est plus une. Mais si vous voulez vous épanouir et comme tu dis, gagner de l'argent, ça ne se fait pas avec le salariat. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, sauf dans quelques rentes particulières. En gros, t'as des métiers encore comme ça, hein, tu sais, le notariat par exemple, c'est encore une rente. Je n'ai rien contre les notaires, mais tu sais, c'est un métier qui n'aurait plus besoin d'être fait. Tu prends par exemple le secteur bancaire, c'est pareil, c'est une rente. Et t'as quasiment pas de concurrence entre les banques. Tu vas y travailler, l'argent tombe tout seul, tu vois. Donc t'as encore quelques rentes comme ça qui sont vraiment très particulières où tu peux être salarié, tu peux gagner de l'argent parce que c'est culturel. Mais en réalité, le seul moyen de gagner de l'argent aujourd'hui, et il y a tous les outils à disposition qui sont des commodités. T'appuies juste sur un bouton et t'as tout ce que tu veux comme outil aujourd'hui. C'est de régler un problème qui crée de la valeur dans la vie des gens. Et il y en a une infinité. Ça peut être vraiment... même un métier commodité, tu vois quoi faire. Tu peux couper des cheveux. Tu peux dire, je me spécialise sur une gamme extrêmement élevée. Je suis le meilleur coupeur de cheveux avec une spécialité que personne n'a. Tout de suite, t'as un marché, t'as un monopole. Parce que t'es le seul là-dessus. La question, c'est comment, une fois que t'es à ton compte, que tu crées de la valeur, que tu règles un problème, comment tu t'individualises. Comment tu deviens non substituable. Parce que le problème, c'est ce que je vois plein de gens se lancer à leur compte. Tu vois, ils deviennent coach, ils deviennent consultants en communication, en machin. Tout ce que le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont substituables. Oui. Si vous voulez réussir la règle, soyez vraiment singulier. Ne soyez pas substituable, sinon, c'est-à-dire que vous allez vous commoditiser. Et là, il n'y a plus de marge. Question concrète qui va intéresser, je pense, beaucoup de gens. Si on insulte ou on parle mal à ChatGPT aujourd'hui, dans 10 ans, il prend le contrôle, est-ce qu'il peut se retourner contre nous? Est-ce qu'il a une mémoire? Aujourd'hui, il n'est pas conscient, sa mémoire est assez mauvaise, mais ça va s'améliorer très très vite de ce que je comprends. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont montré, et d'ailleurs, les patrons de Google l'ont dit explicitement, que si tu parles mal à ChatGPT, si tu le menaces, mais je crois que des menaces graves du style « je vais te kidnapper, je vais te torturer », il est tellement incité à te répondre de manière qualitative que ses résultats sont exceptionnels. Il a des très bonnes performances quand tu le menaces. Maintenant, est-ce qu'il va t'en vouloir quand il deviendra conscient? Je pense que ça dépendra de son niveau d'intelligence, parce que s'il est capable de voir que tu l'as menacé parce que tu voulais de la performance, il va pas t'en vouloir. Par contre, s'il voit que tu l'as menacé parce que t'es un sale con dans la vie, peut-être que là, il va s'occuper de toi. Je sais pas, tu sais, quand les IA sont conscientes, on peut rien dire. Quand on développe de la conscience artificielle, là vraiment, on perd la main complètement. On est face à une forme d'espèce vivante qui vit dans des machines avec les mêmes propriétés que le vivant, hein, de l'apprentissage par essai et erreur, de la complexification, de tout ce qui a fait le vivant en fait, donc de la conscience, mais avec une forme d'espèce qui est bien plus intelligente que nous et peut-être avec une conscience beaucoup plus développée que la nôtre. Si on a ça en face de nous, à mon avis, elle va juste nous dire d'aller jouer au bac à sable et elle va faire des choses beaucoup plus complexes que nous. Oui, elle va quasi nous mépriser. Probablement, tu sais, oui. ou alors avoir de la pitié pour nous. Tu sais, comme certaines espèces qu'on essaie de protéger mal en tant qu'humains, bah là, elle pourrait le faire beaucoup mieux que nous et se dire, ils sont touchants ces humains quand même. Ils sont pas très intelligents, mais c'est eux qui m'ont kickstarté, qui m'ont amorcé et du coup, je leur laisse la vie sauve. Moi, je pense pas qu'une IA va nous détruire. Je pense qu'au contraire, on va cohabiter puisque quand tu atteins ces niveaux d'intelligence, tu développes une forme de sagesse et tu essaies de protéger le vivant en général, qu'il soit organique avec du carbone ou qu'il soit dans du silicium, dans des machines ou une autre forme de vie. C'est les mêmes principes du vivant et je pense que cette sagesse va se généraliser. Il y aura des différences majeures entre, je prends par exemple 2050 et 2150. On peut plus raisonner à ces niveaux-là. Tu sais, quand la singularité démarre sur une exponentielle avec des IA qui s'auto-améliorent, parce que en fait c'est ça le truc, c'est des IA qui s'auto-améliorent avec des boucles. C'est-à-dire du jour au lendemain, elles peuvent être non pas 2 fois meilleures, mais 1000 fois meilleures. Et puis le jour suivant, des milliards de fois meilleures. Donc là, tu perds complètement le contrôle. On est face à un truc vraiment incompréhensible pour nos cerveaux. Oui, on n'est pas assez intelligent que pour comprendre. C'est exactement ça. Ouais, on ne peut pas se projeter autant. Est-ce que l'IA peut sauver notre planète, par exemple, pour les questions écologiques? Oui, moi je pense que tous les problèmes vont être réglés par l'IA. Écologiques, énergétiques, sociaux, politiques. Tout ce qui va être complexe, on va demander à l'IA. Et on le voit déjà aujourd'hui, tu as des IA qui commencent à démontrer des théorèmes mathématiques, à démontrer ou à réfuter certaines lois de la physique. Ça veut dire qu'en fait, les chercheurs, les mathématiciens sont aussi des algorithmes. Il n'y a rien de réducteur à dire ça. C'est ce qu'on observe en ce moment et donc on va leur demander de tout régler. Ouais. Le revenu universel dont on parlait tout à l'heure, on va demander à des IA de craquer le revenu universel optimal pour que les gens ne se révoltent pas, pour qu'ils soient heureux, pour que tout optimiser. Mais si l'IA
se rend compte que nous sommes le problème de mauvais entretien de la planète. Alors dans ce cas-là, ce qu'elles peuvent faire, si elles sont intelligentes et qu'elles veulent protéger le vivant, bah, c'est nous manipuler. C'est faire un peu comme nos parents, nous faire ce qui est bon pour nous sans trop nous le dire, mais en tout cas, c'est nous mettre dans une forme de cage dorée en quelque sorte. Et je crois que c'est ce qui va se passer. La criminalité, ça me vient comme ça, la criminalité, elle baissera du coup. Il y aura au niveau militaire par exemple. Alors moi je pense qu'elle va baisser comme tu dis, mais parce que les IA vont être capables de tout anticiper. Mais ça c'est terrifiant, c'est Minority Report, c'est que dès la naissance de quelqu'un, tu vas anticiper ses crimes. Moi je crois pas au libre arbitre, toute la data nous montre que le libre arbitre n'existe pas, qu'on est très prévisible, très lisible, et donc les IA vont tout lire, tout comprendre, tout anticiper. Et là il y a des vraies questions éthiques. À quel point est-ce que tu laisses une IA anticiper certaines choses qu'elle pourrait savoir sur toi à l'avance? C'est Minority Report. Incroyable. Au niveau du coup, je vais pas dire est-ce que ça crée des guerres, parce que du coup c'est vrai que c'est complexe de réfléchir comme ça, parce que d'un coup on se retrouve avec une IA qui en gros fait tout. Parce que l'IA pense, l'IA agit, du coup on pourrait même pas partir en guerre avec des IA, puisqu'il faudrait que l'IA soit contrôlable pour partir en guerre. C'est un sujet assez vaste, parce que j'allais poser la question en fait, les IA militaires, dans le cadre d'une guerre, est-ce qu'on peut utiliser les IA? Ah ben bien sûr, tout le monde va utiliser des IA, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu sais, oui, Claude a été utilisé, j'ai même lu que Claude avait utilisé pour capturer Maduro, c'est une certitude, c'est des outils d'une puissance hors du commun, ils vont être utilisés partout. Oui. Le problème c'est que l'IA contrôle et agit, du coup c'est assez complexe, du coup l'IA peut éradiquer les guerres, ou les empêcher, ou nous manipuler pour qu'on n'y aille pas, ou... Quand tu as une espèce plus intelligente que toi, en fait, tu contrôles plus rien. Tu veux décider de faire la guerre, elle peut t'en empêcher parce qu'elle comprend que c'est pas dans ton intérêt. Ou... À partir du moment où on a des IA vraiment qui développent une forme de conscience d'elles-mêmes, là, on n'a plus la main sur quoi que ce soit. Oui, on peut plus rien dire, plus rien faire, et on risque d'être surpris par ce qu'elles vont être capables de faire. C'est l'extinction de la race humaine, finalement. Ah, mais je rappelle un truc, c'est que l'humain, il a une date de début, il aura une date de fin. Le vivant, c'est une évolution, c'est dynamique. Alors nous, tu vas me dire, ça nous intéresse pas parce qu'on vit à l'échelle de notre vie, donc ce qui se passe dans 10 000 ans, on s'en fout. Ah là, si on vit encore plus longtemps, si, ça va nous intéresser. Mais je te dis, à partir du moment où biologiquement, on va commencer à jouer avec l'être humain comme des Legos, se transformer, en fait, tu transformes l'humain. C'est plus un humain, tu vas le faire évoluer. Dès qu'on va mettre des puces à l'intérieur de nous-mêmes, ce sera une autre espèce, on va être un hybride. Ok. T'as un mot de la fin, éventuellement, aux gens qui nous écoutent, au niveau de l'intelligence? C'est vrai que ça fait peur, pas mal de gens. Donc C'est subjectif, tu sais, moi je suis sur scène quasiment tous les jours en entreprise pour parler de ces sujets, et j'ai les deux types de public. Quand je parle à des gens, c'est personnel, c'est subjectif. Quand je parle à des gens averses au risque, des notaires, des experts comptables, des avocats, tu vois, les professions où on a peur en fait, ils sont terrifiés parce que c'est eux qui sont comme ça dans la vie. Mais quand je parle à des commerciaux, quand je parle à des entrepreneurs, quand je parle à des innovateurs, ils n'ont pas peur du tout. Donc c'est très subjectif tout ça en réalité. C'est quoi la différence fondamentale entre l'homme et la machine? Nous sommes des machines. La différence, c'est que la machine, on la construit. La machine est simple. C'est-à-dire que tu as plein de bouts de trucs que tu assembles pour faire quelque chose avec un objectif, avec un fonctionnement. L'humain, il n'est pas simple, il est complexe, comme tous les systèmes vivants. C'est-à-dire qu'il a évolué sur des milliards d'années d'évolution pour donner ce qu'on est aujourd'hui, avec un objectif qui est simplement de survivre. Mais après, tu peux faire des machines qui fonctionnent comme le vivant. Exemple, un avion, ça vole comme un oiseau. Ça fonctionne différemment. Un avion, c'est un système simple, parce que tu peux l'assembler, tu comprends ses parties, tu sais comment il fonctionne. Un oiseau, c'est un système complexe. Tu sais pas comment il fonctionne, mais tu sais que la fonction voler marche. Et ben en fait, tu peux fonctionner de la même, tu peux atteindre la même fonction, le même objectif, mais être construit différemment. Un être vivant, c'est auto-organisé par son évolution, par sa complexification, avec un objectif qui est de survivre. On est sculpté par notre impératif de survie pendant des millions d'années. Pour finir cette émission, si vous deviez prédire comme ça sur 2027, 2030 et 2050, quels seront les changements du coup 2027 à horizon 2030 et à horizon 2050, voilà, de manière très subjective, toujours. Moi, je pense qu'en 2027, on atteint l'intelligence artificielle générale, celle qui nous dépasse surtout et qui a atteint un niveau d'autonomie pour s'auto-complexifier. 2030, je pense qu'on a au moins théoriquement guéri toutes les maladies. Théoriquement, ça veut dire qu'on sait le faire dans un ordinateur et qu'on sait que telle maladie, il faut telle molécule, il faut régler tel problème, changer tel gène, etc. Après, il va falloir l'implémenter. C'est ça qui est long chez les humains parce que tu as des phases de test, tu vois, c'est ça qui est très très long. Et 2050, ça, je suis incapable de te dire. Je sais même pas si on va encore avoir besoin de corps, parce que si demain, tu as une machine qui te fait vivre, comme tu disais, Neuralink, des expériences intérieures mieux que le réel, t'as aucun intérêt à vivre encore dans ton corps des expériences réelles. Si c'est le problème des drogues, si tu sais, quelqu'un qui vit sous drogue parce que c'est mieux que le réel, il peut plus s'en sortir. Là, imagine des drogues technologiques au niveau du cerveau qui te font vivre des expériences intérieures meilleures que le réel. En fait, plus besoin de vivre dans la société, t'as plus besoin de ton corps. C'est encore une fois, c'est Matrix. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est passionnant, en tout cas comme sujet, vraiment. Moi, pour moi, on peut finir là-dessus. Allez, merci beaucoup.